Bonjour, je me présente, Sana Qabil, docteur en physique, spécialité télécommunications et professeur à l'université privée de Marrakech, pôle ingénierie et innovation. J'ai le plaisir de vous présenter la suite de la partie électrostatique. Pour cette partie, on va discuter tout d'abord de notions d'énergie potentielle. Donc, considérons un champ électrostatique créé par une charge Q1 en tout point de l'espace, avec le champ électrostatique E1 égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 sur la distance au carré fois le vecteur unitaire. Le champ électrostatique produit par la suite une force électrique qui, si le support le permet, si c'est un support de type conducteur, peut mettre en mouvement une particule chargée Q2. Cette force suit la loi de Coulomb. F1 vers le 2 égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 fois Q2 sur la distance au carré fois le vecteur unitaire. Donc cette force exercée par Q1, c'est la charge fixe. Dans le cas de deux charges négatives, va tendre à déplacer Q2 de la position M2 vers la position M3 d'un déplacement d de L. Lorsque la charge Q2 effectue un petit déplacement d de L, la force électrostatique F exerce sur Q2 un petit travail, soit dW égale à la force F1 vers le 2, d de L, et ça va nous donner dW égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 sur la distance au carré fois le petit déplacement d de L. Donc lorsque Q2 effectue un déplacement macroscopique de M2 vers le M3, le travail qu'il reçoit de la part de la force F est la somme des petits travaux donc le long du parcours. Et ça va nous donner le travail W de M2 vers le M3 égale à l'intégrale de M2 vers le M3 d de W. Donc ça va nous donner 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 Q2, facteur de 1 sur d de M2 moins 1 sur d de M3. Et ça va nous permettre d'avoir le travail de M2 vers le M3 égal à moins delta EP, égale bien sûr l'énergie potentielle au point M2 moins l'énergie potentielle au point M3. Donc l'énergie potentielle s'exprime en joules égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 sur la distance plus une constante. Cette énergie potentielle est une énergie d'interaction entre le Q1 et Q2. Donc pour une charge Q1 ponctuelle créera ainsi à une distance d'un D un potentiel électrostatique en volts, soit Vm égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 sur D plus une constante. Donc c'est une charge Q2 située en M où règne un potentiel V créé par Q1 bien sûr, possède une énergie potentielle électrostatique. Donc on peut écrire le EP égale à Q2 Vm plus une constante. Donc il existe des relations entre l'énergie potentielle et la force électrostatique, et aussi entre le champ électrostatique et le potentiel. Donc la force F égale à moins grade EP et le champ E égale à moins grade V, c'est notre potentiel. Donc passons maintenant à la partie additivité du potentiel électrostatique. Le potentiel électrostatique résultant sur une charge Q au point M d'une distribution de charges Q1, Q2, Q3 ou encore Q4 situées respectivement en M1, M2, M3, M4 est égale à la somme des potentiels électrostatiques, donc Vm égale à la sommation de 1 sur 4 pi epsilon 0 QI sur DI plus une constante. Passons maintenant au théorème de Gauss. Pour le théorème de Gauss, ce théorème a pour objectif de calculer le champ électrique en utilisant le flux électrique. Tout d'abord, c'est quoi un flux électrique? Le flux électrique à travers une surface donnée est proportionnel au nombre de lignes de champ passant par cette surface. Et le flux électrique est le produit du champ électrique par la surface qu'il traverse. Si le champ est perpendiculaire à la surface, le flux électrique est égal à E fois S. Si le champ n'est pas perpendiculaire à la surface, donc on a le E fois S
fois cosinus θ, c'est notre flux électrique. Donc on peut dire que le flux électrique, c'est un produit scalaire entre le vecteur champ électrique et le vecteur surface S. Donc l'énoncé de ce théorème de Gauss, le flux du champ électrique à travers une surface fermée est égal à la charge totale comprise à l'intérieur de la surface divisée par la permittivité du vide, epsilon 0. Donc le flux électrique est égal à l'intégrale sur une surface fermée de E fois D de S égale à Q sur epsilon 0. Donc l'unité de ce flux, c'est Newton mètre au carré par coulomb. Donc, dans le cadre général, on peut écrire ce théorème sous forme de flux électrique est égal à l'intégrale sur une surface fermée de E fois D de S est égale à la sommation de QI sur epsilon 0 égale à Q total sur epsilon 0. Donc le théorème de la divergence peut s'appliquer au cas du champ électrique. Donc le flux électrique est égal à l'intégrale sur une surface fermée de E fois D de S égale à le triple intégral sur un volume de la divergence de E fois D de V égale à Q total sur epsilon 0. Donc si le nombre de charges par unité de volume est grand dans le volume considéré, alors on peut passer à la limite et définir une densité locale de charge. Rho égale à D de Q sur D de V. Donc le Q total est égal à triple intégrale sur un volume Rho fois D de V. À travers le théorème de la divergence et la densité locale de charge, le Q total, égale triple intégrale sur un volume de ρ fois d de v, on peut trouver le théorème de Gauss, la divergence de E égale à ρ sur epsilon 0. Donc ce théorème de Gauss, ça peut nous donner aussi une équation de Poisson, c'est le delta V plus ρ sur epsilon 0 égale à 0, en utilisant la formule qui relie le champ électrique avec le potentiel. Le E égale à moins grade de V. Donc passons maintenant au dipôle électrostatique. Un dipôle électrostatique est un couple de charges opposées. Donc si on prend le N et la position de la charge négative et le P et la position de la charge positive, on peut calculer le moment dipolaire. On va prendre le moment dipolaire avec le vecteur P égale à la charge Q fois NP. Avec l'unité de ce moment dipolaire, c'est le coulomb fois le mètre. Et donc, le P est un vecteur orienté de la charge négative vers la charge positive. Donc, on considère un point M à une distance R très grande devant petit d. Donc, on va utiliser le principe d'additivité pour trouver le potentiel au point M. Donc avec cette approximation de R très grande devant le D, donc le Vm égale à Q sur 4pi epsilon 0 D fois cosinus θ sur le R au carré, soit le Vm égale à P cosinus θ sur 4pi epsilon 0 R au carré. Donc le potentiel dépend de la norme du moment dipolaire et aussi il dépend de 1 sur R au carré, alors que pour une seule charge ou une charge ponctuelle, elle dépend de 1 sur R. Donc on va trouver aussi le champ électrique à travers la formule de E égale à moins grade de V. On va utiliser dans ce cas les coordonnées polaires. Donc on a le E égale à ER plus le E θ. Et bien sûr pour le gradient de V, pour les coordonnées polaires, on a le E égale à moins grade de V égale moins D de V sur D de R fois UR plus 1 sur R D de V sur D de θ U θ. Et ça va nous donner par la suite le ER est égal à 1 sur 4pi epsilon 0 2Q D cosinus θ sur R au cube, et le Eθ c'est 1 sur 4pi epsilon 0 QD sinus θ sur R au cube. Et bien sûr le champ électrostatique varie en 1 sur R au cube. Donc passons maintenant au condensateur plan idéal. Un condensateur plan est constitué de deux surfaces parallèles et chargées, séparées d'une distance d en face l'une de l'autre.
Donc on a deux plaques dont l'une est chargée positivement et l'autre chargée négativement avec la même charge. Donc à l'intérieur d'un condensateur blanc, il existe un champ électrique. Et bien sûr, ce champ électrique est uniforme, tel que le vecteur E est perpendiculaire aux plaques. Et il est dirigé de plus vers le moins, donc le sens des potentiels décroissants. Et bien sûr, sa valeur E est égale à la différence de potentiel sur la distance D, avec la différence de potentiel U est en volts, l'unité de cette différence de potentiel elle est en volts, et le D elle est en mètres. Et bien sûr, ça nous donne l'unité du champ, c'est le volt par mètre. Donc bien sûr, pour ce condensateur, on a le potentiel VA et VB, à savoir le VA, c'est le potentiel pour la première plaque chargée positivement, et le VB, c'est pour le potentiel pour la plaque chargée négativement. Pour le VA est égal à sigma D sur 2 epsilon 0. Bien sûr, le sigma, c'est la densité de charge surfacique. Donc le V total trouvé, ça va être une différence de potentiel, V est égal à VA moins VB, soit le U qu'on a défini pour le slide précédent. Donc ça va nous donner U est égal à VA moins VB. Donc pour la différence de potentiel, avec le VA, bien sûr, comme on a dit, sigma D sur 2 epsilon 0 et le VB moins sigma D sur 2 epsilon 0, ça va nous donner le V total, c'est sigma D sur epsilon 0. Et on peut trouver, bien sûr, le E total, c'est sigma sur epsilon 0. Bien sûr, le V est égal à EA plus EB fois le D. Et ça va nous permettre de trouver ce sigma sur epsilon 0. Donc le condensateur plan idéal est caractérisé par une charge stockée, Q est égale à sigma S, et la capacité en farad, c'est égal à Q sur V, égale à epsilon 0 S sur D. Et aussi, ça va nous permettre d'avoir, à travers ce condensateur plan, une énergie stockée dans ce condensateur, bien sûr, égale à 1,5 CV au carré égale à 1,5 Q au carré sur la capacité.